Les jours passent et on jouait déjà hier les 21e, 22e et 23e matchs d'une Coupe du Monde qui offre son lot d'enseignements, mais dont la qualité footballistique est encore, soyons francs, en deçà de nos attentes. Il était temps que ça change. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve après une petite pause d'une journée qui a été vraiment bénéfique pour mon sommeil déjà parce que je vous retrouve en pleine forme et ensuite parce que cette journée m'a permis d'avancer sur une des nouvelles séries que je prépare, dont j'ai eu l'idée très récemment et qui va être axée plutôt histoire du foot, que j'ai hâte de lancer d'ici quelques jours j'espère. Ça va être super cool et j'espère que ça va vous plaire. Mais donc voilà, maintenant que je vous ai bien teasé, on s'attaque à notre sujet du jour. La France rencontrait hier le Pérou, avec comme objectif principal pour les Bleus de poursuivre son bonhomme de chemin en direction des huitièmes de finale, tout en se rassurant dans le jeu si possible. Quelques heures plus tard ensuite, l'Argentine croisait le fer avec des Croates bien en jambes, en tout cas plus que le groupe de Sampaoli qui avait échoué face à l'Islande en ouverture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux matchs ont connu des sorts contrastés, avec d'une part une courte victoire de l'équipe de France, obtenue 1-0 grâce à un but de Mbappé en première période, malgré quelques séquences de jeu assez pauvres, et on va y revenir très vite, et de l'autre côté donc une déroute de l'Albi Céleste, un revers 3-0 humiliant qui pousse déjà les partenaires de Messi vers la sortie, même si la qualif est encore possible à défaut d'être probable, mais donc un revers face à des Croates enthousiasmants qui commencent vraiment à gagner du crédit auprès des observateurs. D'ailleurs, les plus observateurs, justement, d'entre vous auront remarqué qu'on vient d'expédier en 2 temps 3 mouvements les sections enjeux et scénario de l'analyse New Look. Un petit retour aux sources comme je me le permets de temps en temps pour consacrer plus de temps aux enseignements. Et à ce titre, on lance cette vidéo tout de suite avec Argentine-Croatie. C'est parti. Alors dans une rencontre qui voit les Argentins nettement défaits, et pire encore dont l'issue semblait presque inéluctable, c'est tout logiquement que mon premier enseignement concerne les failles profondes du jeu proposé par Sampaoli. Après le coup de froid inaugural du match nul contre l'Islande il y a 5 jours, l'ex-manager de Séville nous a offert un revirement dans les grandes largeurs. Exit le 4-2-3-1, Di Maria a retrouvé le banc, et les Argentins se sont présentés face aux Croates dans un système en 3-4-3 qui faisait la part belle à un milieu, Acuna, Pérez, Mascherano, Salvio. Et alors difficile de pointer du doigt un seul problème majeur, tant les points de crispation de l'Albi Céleste ont été nombreux, mais force est de constater que les liaisons défense-milieu ont été particulièrement catastrophiques. Face à un trio Mandzukic, Rebic, Perisic très actif dans le harcèlement, la ligne défensive Tagliafico, Otamendi et Mercado a eu un mal fou à se relancer proprement. On le sait, et c'est encore plus étonnant quand on sait que c'est un des principes cardinaux de Bielsa, qui est supposément un des maîtres à penser de Sampaoli, mais on sait que si la ligne défensive a pour objectif de construire via un jeu de passe maîtrisé, il faut qu'elle soit numériquement supérieure. Généralement, face à un duo d'attaquants, ça se traduit par le décrochage de la sentinelle au milieu des défenseurs centraux pour être à 3 contre 2, avoir toujours un décalage possible et donc pouvoir progresser. Mais là, Otamendi notamment a semblé totalement étouffé, même en fin de match, alors que l'Argentine devait absolument aller marquer un but, on les a vus repasser par leur gardien un nombre incalculable de fois, ce qui semble être juste une aberration tactique. Mais donc voilà, énorme souci dans la relance, qui s'est traduit notamment par cette bourde monumentale de Caballero qui offre l'ouverture du score à Rebic, et s'il y avait eu que ça, ce serait déjà très grave. Mais le pire, c'est sans doute l'animation inexistante d'un milieu qui est presque indigne d'être argentin. Acuna, Pérez, Salvio, sans même parler de Mascherano, c'est techniquement très pauvre et à des années-lumière de ce qu'on attend du pays qui est quand même celui de Riquelme, Redondo et tant d'autres. Et le truc qui est particulièrement surprenant, c'est que si on m'avait montré ce 11 dans un autre contexte, j'aurais jamais imaginé que c'est Sampaoli qui l'a composé. Ce même Sampaoli qui, à Séville, empilait les joueurs techniques, comment est-ce que ce Sampaoli-là peut aligner en même temps Enzo Pérez et Mascherano, tout en se passant de joueurs comme Banega ou Lo Celso, c'est très surprenant. Et je parle même pas de Higuaín ou Dybala sur le banc ou de Icardi non sélectionné, à la rigueur ça c'est d'autres débats, notamment de complémentarité ou non avec Messi, que Sampaoli a évidemment placé au centre de ses choix. Là je parle simplement de cette animation catastrophique du milieu, où les joueurs dits travailleurs se marchent dessus et ne laissent que peu de place au football, c'était très triste. Ok, deuxième enseignement, qui est plutôt une interrogation, mais qui ressemble de plus en plus à une affirmation. Messi est-il condamné à décevoir en sélection ?
Parce que les années passent et on se dit à chaque fois que ce sera la bonne, mais on se le dit de moins en moins, et cet été, Messi a peut-être perdu l'occasion de cimenter durablement sa position de meilleur joueur de l'histoire. C'est qu'un avis personnel, mais je pense que même si Messi a réussi des choses exceptionnelles, qu'au niveau du talent pur, il est peut-être sûrement le plus impressionnant, on peut pas nier que cet échec en sélection demeurera comme une vraie tâche de son héritage, surtout quand on le compare à son illustre prédécesseur Diego Maradona qui a hissé l'Argentine à son second titre mondial, surtout quand on le compare à Cristiano Ronaldo qui fait briller un Portugal pourtant bien terne dans le jeu. Et puis au-delà de ses performances se pose la question de son attitude mentale, une forme de démission psychologique qui est aux antipodes de sa grinta avec le Barça. Est-ce que le poids de la sélection est trop lourd? Cette génération argentine est-elle maudite? Ce sont des questions qu'on risque de se poser pendant encore très longtemps. Et enfin, ce serait bien vilain de conclure cette analyse sans glisser un mot pour des Croates qui ont été brillants. L'intégration de Brozovic dans le 11 a densifié un milieu qui est déjà tout à fait exceptionnel, et justement c'est avec ces joueurs-là qu'on aimerait voir évoluer Messi, le trio Modric, Rakitic, Brozovic, sans oublier Kovacic qui est sur le banc, avec en plus la qualité de percussion de Perisic et Rebic hier, mais aussi Kramaric contre le Nigeria, une combinaison tout à fait enthousiasmante de superbes footballeurs. D'ailleurs, Perisic et Rebic ont été aussi décisifs devant que derrière, où leurs replis ont permis aux Croates de défendre le jeu de position argentin avec un 6-3-1 qui ne laissait que très peu d'espace sur les côtés. Ça a été admirablement bien fait et c'est le symbole d'un collectif bien huilé. Mais donc la vraie question c'est, au vu de cette prestation très aboutie et de la défaillance des Cadors pour l'instant, est-ce que la Croatie se positionne progressivement comme un des prétendants pour la victoire finale? Et la réponse c'est, attendons de voir. Pour l'instant, leurs bonnes prestations ont eu lieu contre deux équipes qui aiment jouer et auxquelles la Croatie n'a pas hésité à laisser l'initiative, mais ce n'est qu'une partie de leur bataille, et on se rappelle que si leur performance à l'Euro 2016 en poule avait été très enthousiasmante, avec notamment une victoire contre l'Espagne, ils avaient chuté dès les huitièmes contre des Portugais pragmatiques et robustes. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'une équipe qui combine vitesse et qualité technique, qui est agréable à jouer, qui a du banc, qui est en capacité d'embêter les gros, ça fait déjà beaucoup de points positifs et on a hâte de voir la suite. Très vite le top flop, Rakitic, homme du match au-delà de son but, très bon dans les deux phases de jeu, Modric pareil, et Rebic a une agressivité parfois mal placée, mais il a fait beaucoup de mal à la relance et sa volée n'est pas simple à mettre. Niveau flop, Caballero pour ce geste catastrophique, Mascherano pour sa passivité et son attitude douteuse, un de mes potes me disait qu'il avait mal vieilli et j'ai tendance à être d'accord, et enfin Sampaoli pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, on va passer à la France, mais n'hésitez pas à me dire d'ores et déjà ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Est-ce que les échecs répétés de Messi en sélection sont pour vous un vrai frein dans sa consécration de meilleur joueur du monde? Ou est-ce qu'on peut considérer que les palmarès collectifs ne sont qu'une indication parmi d'autres et qu'il faut les relativiser? Et ensuite, vos impressions sur la Croatie, est-ce que vous la voyez aller loin? J'ai hâte de vous le lire, et maintenant place à la France. Alors, premier enseignement à tirer, c'est que les Bleus ont enfin réussi à mettre en place un peu de pressing qui a coïncidé avec les séquences les plus dangereuses et notamment ce but de Mbappé. Face à une équipe du Pérou qui montrait ses plus grosses limites dans la relation défense-milieu, c'était bien vu, c'était une bonne idée, surtout qu'à 1-0 le plus dur était fait, et dans cet exercice il faut mentionner évidemment le gros travail de Kanté, homme du match selon moi et que l'on sent bien plus à l'aise, comme l'a dit Raphaël Cosmidis dans l'équipe du soir, dans la défense en avançant, en pressant. Ça convient mieux à son profil, on va dire que Kanté c'est plus un harceleur, un gratteur de ballon qu'un milieu défensif à l'aise dans la couverture. C'est en phase avec son gabarit d'ailleurs, donc voilà, il a particulièrement brillé dans ce registre. Il faut souligner aussi l'implication de Pogba, qu'on vilipende régulièrement pour son comportement nonchalant, et à raison, mais dans ce système en 4-2-3-1, on le sent beaucoup plus responsabilisé. J'ai l'impression que c'est le genre de mec qui te donne plus quand tu lui demandes plus, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Peut-être pas une bonne nouvelle pour Tolisso ou Matuidi, mais une bonne nouvelle pour l'équipe de France en général, de pouvoir compter sur cet axe fort Kanté Pogba. Et enfin, pour finir sur ce pressing, il faut noter également le travail de Giroud qui a été un très bon déclencheur. Avec son envie, sa hargne, son langage corporel, il est très utile dans ce registre. Dans un pressing efficace, il en faut toujours un pour motiver les autres, un qui fait le premier effort, et Giroud est parfaitement capable d'incarner ce rôle. Ok, mais deuxième enseignement, c'est que malgré plusieurs phases très positives, et notamment une bonne demi-heure en première mi-temps, on ne peut pas dire que les inquiétudes sont totalement dissipées.
La seconde période en particulier a été franchement terne, et si les offensives péruviennes ont été globalement bien contenues, avec notamment un Varane très solide, les Français n'ont réalisé dans cette seconde période que 3 tirs, et le premier est intervenu à la 80e minute. Acculé devant notre but, on n'a pas réussi à s'en sortir, et on a peut-être touché là, aux limites, d'un bloc offensif composé à la fois de Matuidi et Giroud, et donc très inadapté aux contres rapides. Et alors face à une sélection qui serait très à l'aise dans le jeu de possession, qui serait capable d'assiéger notre but pendant de longues périodes, vous voyez peut-être de qui je veux parler, ce serait très tendu. J'ai vu quelqu'un dire que pour une équipe de contre, l'équipe de France de Didier Deschamps compterait assez mal en fait, et dans cette configuration-là, j'aurais tendance à être d'accord. Cela dit, et dans un troisième enseignement qui obéit à une très belle dialectique thèse-antithèse-synthèse, on peut pas s'empêcher de penser que cette équipe de France ne semble pas moins bien armée que les autres pour la victoire finale. Ok, c'est pas super beau à voir, mais les favoris sont également à la peine. On va voir ce que le Brésil fait contre le Costa Rica dans quelques heures, mais l'Espagne s'est fait très peur contre l'Iran, l'Allemagne, j'en parle même pas. Oui, la Belgique est forte, la Croatie impressionne, mais j'ai pas vu pour l'instant d'équipe vraiment effrayante. Et finalement, le jeu proposé par Deschamps est certes minimaliste, mais il est dans l'état d'esprit de cette Coupe du Monde, qui est pour l'instant peu enthousiasmante, alors pourquoi pas. On passe au top, et dans la logique de ce que j'évoquais tout à l'heure, Kanté, très à l'aise dans le pressing, a particulièrement brillé. Pogba a pris ses responsabilités défensives et est à l'initiative de l'ouverture du score, comme Giroud, qui au-delà de son investissement défensif, a été très en vue offensivement, un de ses meilleurs matchs en bleu à mes yeux. Les flops maintenant, et alors ne soyez pas surpris s'il n'y figure que des joueurs de la France, évidemment les Péruviens ont une bonne part de responsabilité dans leur défaite, et on aurait peut-être pu citer le défenseur central Alberto Rodriguez, voire Guerreiro, qui rate une grosse situation, mais j'ai trouvé ça moins riche en enseignements pour nous que de mettre le doigt sur les Français qui ont sous-performé, et donc Matuidi a été très décevant, son apport offensif est faible, on s'y attendait, mais il n'a pas non plus eu un rendement défensif exceptionnel, et s'est fait distancer par Carrillo à de multiples reprises. Je vous partage un tweet qui m'a bien fait rire, de quelqu'un que je vous recommande vraiment. Toujours proche du ballon sans jamais le récupérer, pas avare de ses efforts, même si on voit bien qu'il ne fait pas le même sport que les autres, Blaise Matuidi fait un match d'arbitre. Ensuite, Griezmann a été très peu en vue. On aurait pu citer Umtiti qui m'inquiète de plus en plus, mais notons que Pavard a été mauvais, avec beaucoup de ballons perdus. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je file, montez tout ça avant de regarder Brésil-Costa Rica. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, et on se retrouve très vite. Bisous. I get knocked down, but I get up.